Bonjour à tous les amoureux d'histoires profondes sur des personnalités qui ont marqué le public. Aujourd'hui, embarquez pour un voyage émouvant à travers les pas d'une icône du cinéma français. Une femme qui a captivé des millions de téléspectateurs avec son rôle d'Angélique dans Angélique, Marquise des Anges. Oui, c'est bien Michel Mercier, une étoile brillante, mais qui cache aussi bien des secrets. Pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche de notification sur notre chaîne pour ne rien manquer. En route pour un voyage à la découverte de la vie de Michel Mercier, des jours difficiles aux sommets les plus brillants, en passant par la douleur silencieuse. Dans les années 1960, Michel Mercier était au sommet de sa gloire, où les projecteurs braquaient sur chaque trait parfait de son visage. Avec ses cheveux bruns ondulés, ses yeux profonds comme l'océan et son sourire à la fois fier et doux, elle incarnait Angélique, la charmante marquise qui captivait toute l'Europe. Chacun de ses mouvements à l'écran était une danse, chacun de ses regards une histoire, et chaque réplique un murmure qui touchait le cœur du public. Des magnifiques châteaux de France au cinéma du monde entier. Le nom de Michel Mercier était synonyme de charme, de passion et de liberté. Mais ce halo, tel un cierge, avait toujours un prix, l'obscurité. La célébrité, telle une arme à double tranchant, la portait au sommet tout en lui infligeant des blessures invisibles. Qu'est-il arrivé à celle qu'on comparait autrefois à Brigitte Bardot? Comment une étoile brillante a-t-elle pu disparaître discrètement des projecteurs? Et quelle est la vérité derrière les sourires à l'écran? Rejoignez-moi pour explorer l'histoire de Michel Mercier, où lumière et obscurité s'entremêlent, où gloire et douleur cohabitent. Michel Mercier, de son vrai nom, Jocelyne Yvonne Renée Mercier, est née le 1er janvier 1939 à Nice, une charmante ville côtière française. Mais les lumières éclatantes de la Côte d'Azur ne pouvaient dissimuler les difficultés auxquelles elle était confrontée dès son plus jeune âge. Fille aînée d'un pharmacien français et d'une mère italienne, Michel grandit dans une famille aisée, mais prospérité matérielle n'était pas forcément synonyme de bonheur. Son père, un homme strict, attendait toujours d'elle qu'elle perpétue la tradition familiale de pharmacie, tandis que sa mère, artiste dans l'âme, mais contrainte par les responsabilités familiales, était souvent absente de sa vie. Plus déchirante encore fut la perte de sa sœur cadette, également prénommée Michel, décédée à l'âge de 5 ans de la fièvre typhoïde. Sa disparition laissa un vide dans la famille, et Michel, dès son plus jeune âge, ressentit la froideur de ses parents. Ils semblaient la blâmer pour sa survie, alors que leur sœur bien-aimée était partie. « Je n'ai jamais pardonné à mes parents leur étrange abandon », confia-t-elle un jour lors d'une rare interview, la voix tremblante, comme si la blessure n'était pas encore cicatrisée. L'enfance de Michel fut enveloppée de solitude. Alors que la Seconde Guerre mondiale ravageait l'Europe, sa famille était confrontée à des difficultés financières, malgré la réputation de pharmacien de son père. La nourriture était rare, et Michel devait souvent donner sa propre nourriture à ses proches. Jocelyne, avec ses cheveux bruns bouclés et ses yeux pétillants, trouvait du réconfort dans son rêve de devenir danseuse classique. Bien que son père ait rejeté ce rêve, le considérant comme un caprice enfantin, Michel pleura pendant une semaine pour le convaincre de lui acheter des chaussons et une jupe de ballet. Sa persévérance finit par payer. À 13 ans, elle fut acceptée à l'Opéra de Nice, où elle commença son parcours pour devenir une souris de ballet, comme on appelait affectueusement les jeunes danseuses de la troupe. La vie à Nice n'était pas facile. Michel travaillait dur pour assouvir sa passion, du nettoyage de la pharmacie de son père à l'achat de ses chaussons de danse, en passant par des heures de pratique dans les salles froides de l'opéra. Tôt le matin, avant même le lever du soleil, elle se tenait devant le miroir, s'entraînant à des pas de ballet, les jambes tremblantes de faim et de froid. Mais c'est dans ces moments-là que Michel trouvait la liberté. Chaque pas de danse était pour elle un moyen d'échapper à l'étouffement familial, aux critiques de ses parents et à la douleur de la perte de sa sœur. Le ballet était non seulement sa passion, mais aussi son remède, un lieu où elle pouvait être elle-même, libérée des attentes et de la perte. Mais la vie n'a pas toujours été juste pour Jocelyne. À 15 ans, elle a subi un nouveau choc, le divorce de ses parents, la laissant aux soins d'une mère de plus en plus distante. L'éclatement de la famille a accentué son sentiment d'abandon. Pour joindre les deux bouts, Michel a enchaîné les petits boulots, vendant des fleurs au marché et aidant des familles aisées de Nice. Ces années, bien que difficiles, ont forgé en elle une volonté d'acier.
Elle a appris à sourire même les cœurs brisés, à se relever après chaque chute et à croire qu'un jour, elle trouverait la lumière. Ce sont ces années difficiles qui ont jeté les bases de la résilience de Michel Mercier, une qualité qui lui a permis de surmonter les épreuves les plus difficiles de la vie. Le parcours de Michel Mercier dans le monde de l'art a commencé par une opportunité fortuite, mais ce n'était pas un miracle. À 15 ans, alors qu'elle se produisait comme danseuse à l'Opéra de Nice, elle en a été remarquée par Maurice Chevalier, une légende du théâtre français. Lors d'une visite au théâtre pour trouver une jeune danseuse pour le film J'avais 7 filles, 1954, Chevalier fut captivé par la grâce et la détermination de la petite fille aux yeux brillants. Cette fille va réussir, dit-il à l'équipe du film, et cette prophétie ouvrit la première porte à Michel. Ce petit rôle dans le film fut son premier pas dans le monde du cinéma, mais marqua aussi le début d'un parcours semé d'embûches. Après son premier rôle, Michel décida de quitter Nice pour Paris, au lieu de l'art et de la culture. À 17 ans, elle intégra la prestigieuse compagnie de ballet de Roland Petit, où elle se fit rapidement remarquer pour son talent et son assiduité. Mais la vie à Paris n'était pas facile. Elle devait faire face à une concurrence féroce de la part d'autres danseurs plus aisés et mieux formés. Pour joindre les deux bouts, Michel travaillait dans de petits ateliers le jour et s'entraînait la nuit, ne dormant souvent que quelques heures par jour. C'est à cette époque qu'elle rencontra Solange Sicard, une professeure de théâtre réputée qui découvrit son potentiel d'actrice. « Tu as du feu dans les yeux », dit Sicard à Michel, « mais tu dois apprendre à laisser ce feu brûler à l'écran. » Sous la direction de Sicard, Michel commença des cours de théâtre et comprit rapidement que le cinéma, et pas seulement le ballet, était le lieu où elle pouvait raconter son histoire. Mais pour percer dans le monde du cinéma, elle se heurta à un autre défi. Le nom de Jocelyne Yvonne René Mercier était jugé trop long et désuet. Lorsqu'on lui proposa de changer son nom pour Michel, elle hésita, car c'était celui de sa sœur décédée, un souvenir douloureux. Elle décida cependant de prendre ce nom en hommage à sa sœur et à l'actrice Michèle Morgan, qu'elle admirait. Avec ce nouveau nom, Michel Mercier entama sa conquête du grand écran. Elle décrocha son premier rôle à Paris en 1957, dans le film de Denis de la Patellière, Retour de Manivelle, où elle incarnait une femme de chambre charmante mais maladroite aux côtés de Michèle Morgan et Daniel Gélin. Ce petit rôle attira l'attention de l'industrie cinématographique et elle reçut d'autres propositions allant de comédies romantiques à des seconds rôles dans des projets plus importants. Cependant, le chemin vers le succès fut semé d'embûches. Michel dut faire face aux doutes des réalisateurs qui la prenaient pour une jolie danseuse sans talent d'actrice. Elle essuya également des critiques acerbes sur son apparence et sa voix. Mais au lieu d'abandonner, Michel transforma ces critiques en motivation. Elle passa des heures à travailler sa voix, à apprendre à exprimer ses émotions par le regard et à étudier de grandes actrices comme Romy Schneider et Sophia Loren pour perfectionner son art. C'est cette persévérance et cette passion qui permirent à Michel de tenir bon durant ses jeunes années. Elle commença à jouer dans des films en Angleterre et en Italie, où elle incarna souvent des femmes glamour mais vulnérables qui allaient définir sa carrière. Bien que ces films soient souvent à petit budget et passent inaperçus auprès du public, ils aidèrent Michel à s'imposer dans l'industrie cinématographique européenne. En 1960, avec un petit rôle dans Tiré sur le pianiste de François Truffaut, elle prouve qu'elle est plus qu'un beau gosse, mais aussi une véritable actrice, capable de transmettre des émotions profondes. Ce rôle, bien que modeste, marque une étape importante, lui ouvrant la voie vers le rôle fatidique de sa vie. Angélique. En 1964, Michel Mercier entre dans la période la plus brillante de sa carrière lorsqu'elle est choisie pour incarner Angélique dans Angélique, Marquise des Anges, un film inspiré du roman à succès d'Anne et Serge Gollon. Le rôle ne lui est pas venu facilement. Le producteur Francis Cosne souhaite initialement Brigitte Bardot, mais elle refuse, jugeant le personnage d'Angélique trop simple. Des noms comme Catherine Deneuve, Jane Fonda et Marina Vladi sont également envisagés, mais chacun a ses propres raisons de refuser le rôle. Michel, alors actrice célèbre en Italie avec plus de 20 films à son actif, est d'abord sous-estimée par les producteurs qui la considèrent comme une nouvelle venue. Mais c'est Anne Gollon, l'auteur du roman, qui voit en elle le parfait mélange de beauté, de force et de vulnérabilité d'Angélique. « J'ai vu Angélique en elle », confie Gollon, et cette décision change la vie de Michel à jamais.
De 1964 à 1968, Michel Mercier apparaît dans 5 volets de la série Angélique, d'Angélique, Marquise des Anges, à Angélique et Le Sultan. Ces films ne furent pas seulement un phénomène culturel en France, mais se répandirent également en Europe, en Asie et même en Union soviétique. Dans le rôle d'Angélique, Michel devint un symbole de séduction et de liberté, une femme forte et intelligente, mais aussi passionnée et vulnérable. Elle apporta une rare profondeur émotionnelle au personnage, captivant le public non seulement par sa beauté, mais aussi par sa façon de dépeindre les émotions complexes d'Angélique. Dans des scènes se déroulant dans les champs français, dans de magnifiques châteaux ou lors de batailles dramatiques, Michel Mercier non seulement jouait, mais incarnait le personnage. Angélique me ressemble trop, dit-elle un jour. Ou peut-être ai-je mis trop de passion dans ce rôle? Le succès de la série Angélique propulsa Michel au rang de star internationale, au même titre que Brigitte Bardot et Sophia Loren. Elle fut invitée à travailler avec des réalisateurs de renom, tels que Jean-Pierre Melville, Mario Monicelli et Dino Risi, et a donné la réplique à Marcello Mastroianni, Jean-Paul Belmondo et Charles Bronson. Son jeu d'actrice, alliant le glamour d'une star à la sincérité, d'une artiste, la distinguait. Elle s'appuyait non seulement sur sa beauté physique, mais aussi sur sa capacité à transmettre l'émotion à travers chaque regard et chaque geste. Dans Les Baroudeurs, en 1970, elle livra une performance pleine d'humour et de vivacité, prouvant qu'elle était non seulement angélique, mais qu'elle pouvait aussi incarner de nombreux personnages différents. L'influence de Michel Mercier ne s'arrêta pas au cinéma. Elle devint une icône de la mode des années 1960, ses robes époustouflantes dans Angélique étant copiées par des millions de femmes à travers l'Europe. Elle inspira également des générations de jeunes acteurs qui voyaient en elle un mélange de talent et de résilience. Mais ce qui la distinguait, c'était son éthique de travail. Malgré sa célébrité, elle resta humble et respectueuse envers ses acteurs et son équipe. « Je ne me suis jamais considérée comme une star », a-t-elle déclaré un jour lors d'une interview. « J'étais juste une niçoise qui essayait de raconter des histoires à travers son jeu. » C'est cette sincérité qui a fait que le public l'a aimée, non seulement pour Angélique, mais pour ce qu'elle était vraiment. Cependant, l'aura d'Angélique n'était pas seulement un don, mais aussi une malédiction. Ce rôle qui a propulsé Michel Mercier au sommet de la gloire l'a aussi emprisonnée dans une image dont elle ne pouvait se défaire. À la fin des années 1960, le nom de Michel Mercier était devenu synonyme d'Angélique, et le public semblait oublier qu'elle avait joué dans plus de 50 autres films, des comédies romantiques aux tragédies profondes. Elle confiait un jour dans son autobiographie: « Quand on me parle toujours d'Angélique, mais j'ai joué 50 autres femmes. J'ai longtemps essayé de l'oublier. » Son attachement à un personnage la rendait stéréotypée, et les réalisateurs commençaient à hésiter à lui confier différents rôles. Le plus grand conflit dans la carrière de Michel ne venait pas de ses collègues ni du public, mais de l'industrie cinématographique elle-même. Les producteurs voulaient exploiter au maximum l'image d'Angélique, lui demandant constamment de participer à des projets similaires ou à des rôles similaires. Mais Michel, avec son âme d'artiste, aspirait à de nouveaux rôles, à de nouvelles histoires. Elle refusa de nombreuses propositions de films commerciaux pour participer à des projets artistiques, comme Le tonnerre de Dieu, aux côtés de Jean Gabin, ou La seconde vérité, avec Robert Hossein. Cependant, ces films ne connurent pas le succès d'Angélique, et elle commença à ressentir la froideur de l'industrie cinématographique. « Il ne voulait pas que je sois quelqu'un d'autre qu'Angélique », dit-elle d'une voix pleine d'amertume. La décision de quitter la France pour tenter sa chance à Hollywood au début des années 1970 était un pari audacieux, mais aussi risqué. Michel espérait qu'aux États-Unis, elle pourrait échapper à l'ombre d'Angélique et prendre un nouveau départ. Cependant, Hollywood, avec sa concurrence féroce et sa préférence pour les stars locales, ne l'accueillit pas comme elle l'espérait. Elle décrocha quelques petits rôles, mais aucun ne suffisait à la propulser sous les projecteurs. Cet échec américain porta un coup dur à la confiance en elle de Michel. Elle se sentait abandonnée, non seulement par l'industrie cinématographique, mais aussi par le public, qui semblait ne l'aimer que pour son rôle d'Angélique. Le silence public entourant ses nouveaux projets était d'une douleur indescriptible. « J'avais l'impression de crier dans une pièce vide », écrivait-elle dans son autobiographie. « Je ne suis pas Angélique. » Pendant ce temps, la vie personnelle de Michel traversait également de profonds bouleversements.
Son premier mariage avec André Smag, assistant réalisateur, prit fin en 1967 après qu'elle eut découvert son alcoolisme et dû être hospitalisée. Son second mariage avec Claude Bourillot, célèbre pilote automobile, fut encore plus douloureux. En 1976, Bourillot disparut avec tous ses bijoux et son argent, laissant Michel sans ressources. Cette trahison la bouleversa non seulement émotionnellement, mais la plongea également dans une grave crise financière. Elle confia un jour « J'ai tout perdu, non seulement mon argent, mais aussi ma foi en l'humanité ». Ces événements, combinés à son échec à Hollywood, conduisirent Michel à se retirer progressivement des projecteurs, laissant derrière elle un silence suspect dans les médias. Beaucoup se sont demandé qu'est-ce qui a fait que l'étoile la plus brillante des années 1960 a disparu si silencieusement. Après des années tumultueuses et brillantes, Michel Mercier choisit une vie tranquille, loin des projecteurs et du bruit du cinéma. De retour en France, elle s'installe à Cannes, où elle trouve la paix le matin, à contempler la mer, et les longs après-midi à flâner dans les rues bordées d'arbres. Bien qu'elle n'apparaisse plus régulièrement au cinéma, Michel ne renonce pas complètement à l'art. Elle se tourne vers l'écriture et publie 3 autobiographies. Angélique à cœur perdu en 1987, Angélique Manvôtre en 1996 et Je ne suis pas Angélique en 2002. Ces livres sont non seulement des mémoires de sa carrière, mais aussi des confessions sincères sur sa vie, sur les joies et les peines qu'elle a traversées. Dans Je ne suis pas Angélique, elle écrit « Je ne suis pas Angélique, mais elle fait partie de moi, comme une sœur qui a toujours été à mes côtés. J'ai appris à vivre avec elle, mais je veux que le monde sache que je suis Michel, un être humain avec mes propres rêves et mes propres cicatrices. » Outre l'écriture, Michel s'implique également dans des actions humanitaires, notamment pour soutenir les orphelins et les femmes dans le besoin. Elle a confié un jour que les années de solitude de son enfance lui avaient appris l'importance d'aider les autres. Elle est devenue mécène de plusieurs associations caritatives en France, faisant discrètement des dons et organisant des événements pour collecter des fonds. Bien qu'elle ne soit plus au centre de l'attention, Michel trouve un sens à apporter de la joie à ceux qui en ont le plus besoin. Elle visite régulièrement des orphelinats, lit des histoires aux enfants et leur raconte des histoires de ballet et de cinéma. Je veux qu'ils sachent que, même si la vie est difficile, ils peuvent toujours rêver, a-t-elle déclaré lors d'une interview en 1995. Michel s'est également essayée au cinéma, mais sans pour autant retrouver sa gloire passée. En 1998, elle a joué dans La Rumbera, un film tourné à Cuba et en Italie par Piero Vivarelli. Bien que le film n'ait pas rencontré un immense succès, il a témoigné de la résilience de Michel, prouvant qu'elle pouvait toujours se tenir devant la caméra avec la même passion. Cependant, elle n'a pas fait de sa carrière d'actrice une carrière à temps plein. « Je ne veux plus courir après la célébrité », a-t-elle déclaré. « Je veux juste faire ce qui me passionne. » Elle a préféré se consacrer à des activités personnelles, comme la peinture, le jardinage et prendre soin de ses chiens adorés. Sa maison de Cannes, avec son jardin fleuri et ses propres tableaux, est devenue un havre de paix où elle pouvait être elle-même, loin des projecteurs. L'une des contributions les plus discrètes de Michel a été d'inspirer des générations de jeunes acteurs. Elle donne régulièrement des conférences dans des festivals de cinéma, partageant ses expériences et encourageant les jeunes artistes à vivre pleinement leur passion. Bien qu'elle ne soit plus une star du cinéma, elle est toujours respectée dans l'industrie cinématographique pour sa sincérité et son courage. Elle était membre du jury du Festival international du film de Moscou en 1991, où elle a été accueillie comme une légende. Mais pour Michel, ces distinctions n'ont plus d'importance. « Je n'ai pas besoin que le monde se souvienne de moi comme d'une star, dit-elle. Je veux juste qu'il se souvienne que j'ai vécu, aimé et fait de mon mieux. » La vie post-célébrité de Michel est moins une histoire de retour triomphant que de découverte de soi. Elle a appris à trouver la joie dans des choses simples, comme le bruit des vagues sur les côtes cannoises, le parfum de la lavande dans son jardin ou le sourire d'un enfant qu'elle a aidé. Elle a également appris à gérer les échecs passés, des mariages brisés aux échecs hollywoodiens. « La vie n'est pas toujours juste », écrit-elle dans son autobiographie, « mais elle vous offre toujours une chance de prendre un nouveau départ, si vous en avez le courage. » À l'aube de ces dernières années, Michel Mercier a dû faire face à de nouveaux défis, notamment en matière de santé. En 2020,
Lors d'une interview accordée à Nice Matin, elle a révélé qu'elle luttait contre un cancer, un diagnostic qui a choqué nombre de ses fans. Je n'ai pas peur de la mort, a-t-elle déclaré d'une voix calme mais puissante. Mais je veux vivre plus longtemps pour raconter plus d'histoires, pour voir le monde changer. La maladie l'a contrainte à subir de multiples chimiothérapies et opérations chirurgicales, fragilisant son corps, déjà épuisé par des années de travail acharné. Pourtant, Michelle n'a pas laissé la maladie la définir. Elle a continué à vivre avec optimisme, donnant des interviews et partageant son parcours afin d'inspirer les autres personnes confrontées à la maladie. Outre le cancer, Michelle a également dû faire face à d'autres problèmes de santé liés au vieillissement, comme des douleurs articulaires et une perte de vision. Elle a un jour plaisanté en disant que son corps était comme une vieille maison, belle mais nécessitant constamment des réparations. Malgré cela, elle se promenait quotidiennement, ne serait-ce que lentement dans son jardin. Tôt le matin, alors que le soleil se levait à travers les arbres, elle s'asseyait sur un banc avec un livre ou une tasse de thé, réfléchissant à sa vie. « J'ai vécu une vie bien remplie », a-t-elle déclaré lors d'une interview en 2023. « J'ai aimé, j'ai souffert, j'ai réussi et j'ai échoué. Je n'ai aucun regret. » La vie intérieure de Michelle durant ces dernières années était un mélange de calme et de résilience. Elle ne se souciait plus d'être reconnue comme une célébrité. Au contraire, elle trouvait du réconfort en restant fidèle à elle-même, en affrontant la vieillesse avec sérénité. Elle tenait un journal intime où elle notait ses pensées sur la vie, l'art et les personnes qui l'avaient traversée. Bien que jamais publié, ce journal témoigne d'une âme sensible et réfléchie, en quête constante de sens à chaque instant. L'accueil du public à Michelle durant ces dernières années a été un mélange d'admiration, de regret et parfois d'indifférence. Ses fans fidèles, notamment en France et en Italie, organisent encore des rediffusions de la série Angélique et lui écrivent des lettres, lui exprimant leur gratitude pour les souvenirs qu'elle a ravivés. Certains jeunes, qui ne la connaissent que par de vieilles vidéos YouTube, expriment leur émerveillement et leur respect pour son talent et sa résilience. Pourtant, dans un monde dominé par les nouvelles stars et les nouvelles tendances, Michelle Mercier est parfois oubliée, telle une perle rare enfouie sous la poussière du temps. De nombreux fans éprouvent donc du regret, convaincus qu'une légende comme elle mérite davantage d'honneur. L'héritage de Michelle Mercier réside non seulement dans les plus de 50 films dans lesquels elle a joué, mais aussi dans l'esprit indomptable et la sincérité qu'elle a apporté à son art. La série Angélique reste un classique, rediffusée sur les chaînes de télévision et les plateformes en ligne, attirant un public jeune et âgé. Ses autobiographies, notamment « Je ne suis pas Angélique », sont devenues une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à surmonter les difficultés et à se retrouver. Elle a également laissé un héritage spirituel, des leçons sur la façon de vivre sa passion, le courage de se relever après un échec et l'importance de s'aimer soi-même. « Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme d'une star », a-t-elle dit un jour. « Je veux qu'on se souvienne de quelqu'un qui a vécu sa vie à fond, qui a aimé à fond et qui n'a jamais abandonné. » L'héritage matériel de Michelle comprend les tableaux qu'elle a peints à la fin de sa vie, les robes qu'elle a conservées d'Angélique et la maison cannoise où elle a passé ses années les plus paisibles. Elle a envisagé de vendre la célèbre robe de mariée d'Angélique en 1999, lorsqu'elle s'est retrouvée en difficulté financière suite à une escroquerie à plusieurs millions de francs. Mais elle a finalement décidé de la garder, symbole de ses années illustres. « Cette robe n'est pas qu'une robe, dit-elle. Elle fait partie d'un rêve que j'ai vécu, d'un rêve que j'ai vécu, d'un rêve que j'ai vécu, d'un rêve